Et on a la chance aujourd'hui d'avoir le réalisateur Michel Hazanavicius qui a la gentillesse... J'entends rien. Ah, vous n'entendez rien. Effectivement, les micros sont un peu faibles. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Non? Bon, je vais essayer de parler fort. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Michel Hazanavicius. Ils sont au maximum, là. On va devoir parler un petit peu fort. Qui a choisi aujourd'hui de venir présenter à bout de souffle. Merci d'être parmi nous. Il n'y a pas de quoi. Vous m'entendez là? Je vais me rapprocher des gens qui n'entendent pas. Là, voilà. Là, vous m'entendez? Ok. Parfait. De toute façon, c'est tout. Bah, venez là, vous. Et donc, il n'y avait pas de questions spéciales là? Non, il n'y avait pas de question spéciale. Non, mais pourquoi peut-être ce film de Godard ou ce film de Belmondo d'ailleurs? Pourquoi ce choix? Alors pourquoi ce choix Bah, parce que c'est un grand film. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, non, déjà? Oui. Ouais, bah oui. Donc vous connaissez le film. Et pourquoi ce choix? Il se trouve que je travaille en ce moment sur un... Enfin, d'ailleurs, je ne devrais pas vraiment le dire normalement, mais sur un scénario sur Jean-Luc Godard. Donc On va aller prendre une surdité. il fait des films muets en même temps. Hein? Non, tout le monde l'a entendu. Ben venez alors. Je vais pas me mettre là. On est au maximum là sur les micros. Vous entendez, madame? Un peu. Bon. Ok, bon, donc je disais, Jean-Paul Belmondo. Non, donc voilà, donc travaillant sur un film sur Godard, mais voilà, quand j'ai eu le choix, voilà, j'ai choisi À bout de souffle. C'est un film sur lequel on peut aussi pas mal parler. Vous êtes qui exactement? Mais je me suis rasé. Oui, d'accord. Moi, je ne vous connais pas. Vous êtes quoi dans le cinéma? J'ai fait réalisateur. Vous êtes réalisateur? Ouais. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous avez réalisé comme film? Et vous avez vu quoi, vous, avant de me parler comme ça? Ben, je vous demande ce que vous avez... Non, j'ai Qu'est-ce fait... que vous avez fait comme film? J'ai fait des films que vous pouvez connaître, The Artist. Oui, ça c'était très bien. C'était sympa, ça. Je ne savais pas que c'était vous. Eh ben, Voilà, OSS c'est un 117. très très beau je film. vous remercie. Retournez voir René Coty. OSS 117 Moins aussi. bien. Non. J'aime bien aussi. Un film que vous n'avez pas vu, mes amis. Et The Search, que vous n'avez pas vu non plus. Je pense. De quoi? The Search. The Surf? Non, The Search. Non, ça ne dit rien. Non. Et voilà. Et... Bon, c'est bon, en fait, je vais pas faire tout le... Non, mais c'est très bien. Je suis heureux de vous connaître. Bah, c'est bien. Sérieusement. Non, bah, moi aussi. Je vous remercie beaucoup. Bah, je vous en prie. Merci monsieur. Mais vous pouvez rester là, ceci. Oui, je peux rester là. Et donc, qu'est-ce que je Donc disais sur À bout de d'autre? souffle, Godard, vous parliez de Godard. Ouais, Godard. Donc c'est le premier film de Godard. Et c'est un film un peu mythique. Enfin, c'est un film mythique. Je l'ai vu en 1960. Donc, ça Je fait sortais bien. de l'armée, c'est vrai. Ouais. Donc c'est un film mythique. Oui. Ouais. Enfin, pas que pour cette raison-là. Oui. Un très beau film. Très beau film. Et film qui révolutionne l'histoire La du technique, oui. technique, voilà. Et faut pas que je dise de conneries. Hein. Et donc voilà, donc juste pour raconter 2-3 trucs comme ça, mais on dit que, en fait, comment dire, Belmondo n'était pas du tout connu. Il était connu chez les jeunes comédiens parce qu'il avait fait le conservatoire. Ouais, avec Brialy, ouais. Ouais, avec Kremer, avec Rochefort et tout ça. Et il avait fait un court-métrage avec Godard qui s'appelait Charlotte et son Jules. Et en fait, à l'époque, Godard tournait avec des petites caméras qui ne prenaient pas le son. Et quand il a fait la post-production du film, Belmondo était, je crois qu'il passait son service militaire. Donc c'est Godard qui a fait la voix de Belmondo dans ce petit court-métrage. Et quand il a montré, les gens disaient le mec est bien, enfin il passe bien, bah, il a une voix insupportable, quoi. Donc voilà,
Et puis après, quand Godard a été proposé à bout de souffle à Belmondo, Belmondo, ça l'amusait. Enfin, je crois que ça l'amusait pas beaucoup. Enfin, il l'a pas vraiment pris au sérieux, en fait. Et c'est sa femme de l'époque qui lui a dit, écoute, fais-le quand même, le mec est intéressant. Donc, il a accepté le film. J'ai pas vraiment travaillé, donc je vous dis des trucs un peu comme ça. Hein, mais, donc, alors techniquement, ce qui est quand même pas inintéressant, c'est qu'il tournait avec des petites caméras, les cinéastes de la Nouvelle Vague, qui s'appelaient des caméflex, qui étaient des caméras qui ne pouvaient pas prendre, qui faisaient un bruit. Elles étaient très légères, on pouvait filmer à la main, mais elles faisaient un bruit de dingue, donc on ne pouvait pas faire de son direct. Les caméras qui permettaient de faire des sons directs, c'était vraiment des énormes trucs. Et lui, il voulait un tournage léger, donc il a tourné avec cette petite caméflex, d'où un peu une espèce de liberté comme ça, de légèreté de l'image par rapport au film de l'époque. Mais par contre, le son est complètement refait. Et ce qui est pas inintéressant, c'est que toute l'œuvre de Jean-Luc Godard travaille là-dessus, c'est-à-dire la distanciation ou différenciation entre l'image et le son. C'est-à-dire que on peut les écouter ou on peut les regarder, les films de Godard, et la confrontation des sons et des images, on n'est pas du tout dans un truc naturaliste comme le font la majeure partie des cinéastes. Il a inventé beaucoup de choses, mine de rien, techniquement, c'est-à-dire que son grand credo à Godard, c'était quand même faire tout ce qui est interdit, en gros. Dès qu'on lui disait, bah, ça on ne peut pas le faire, évidemment c'est ce qu'il allait faire. Donc il y a une espèce de liberté comme ça énorme, mais du coup il y a eu une espèce de petit, comment dire, malentendu, comme s'il était pas professionnel. Mais effectivement, lui, il détestait ce qu'il appelait les professionnels. C'est lui qui a inventé bien plus tard l'expression les professionnels de la profession. Donc il détestait ça, mais il n'empêche qu'en fait il était quand même très balèze. C'est-à-dire que, par exemple, il a vraiment inventé une pellicule pour ce film-là, qui était faite à partir de pellicules de photos, qui était une pellicule noir et blanc très très sensible. Et donc voilà, il a inventé. Alors c'était bricolé, mais vous verrez à un moment donné, il y a un travelling derrière Gene Seberg et Jean-Paul Belmondo sur les Champs-Élysées. Il a en fait mis l'opérateur qui était Raoul Coutard dans une espèce de voiture de postier. Et donc l'autre il était planqué comme ça avec sa caméra. Donc il a volé les images comme ça, voilà, qui était quand même très gonflé à l'époque. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a tellement de libertés qui ont été prises et tout ça, mais il faut vraiment se rendre compte qu'à l'époque, c'était très 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 innovateur. Alors pourquoi le film a obtenu ce statut mythique, bon, c'est un mystère, mais il y a quand même plein de choses sur lesquelles on peut, si ce n'est réfléchir, s'arrêter 2 secondes. En gros, de ce qu'il a dit, parce qu'après, évidemment, c'est des films que Godard, après avoir été maoïste, c'est-à-dire après 67, 68, tous ces films-là, il les a complètement rejetés, les films des années 60. Peut-être pas reniés, mais rejetés. Il pense que c'est de la merde et tout ça. Bon. Et voilà. Mais il n'empêche que au départ, il voulait il pensait faire un film noir, quoi. Et d'ailleurs, le film est dédié à la Monogram Picture, qui était une société de production américaine qui faisait vraiment les films noirs classiques américains, comme les premiers Anthony Mann ou des films comme ça, qui étaient que la bande des cahiers du cinéma avait défendu ardemment dans leur colonne. Donc il pense faire un film, noir, mais en même temps, il est très influencé par des cinéastes qui font aussi soit du documentaire, soit un cinéma beaucoup plus réaliste. Alors le néo-réalisme italien, Rossellini, mais aussi Jean Rouge, qui est beaucoup plus anthropologue, enfin très documentaire. Et un film, si jamais vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le voir. C'est un film qui s'appelle Le Petit Fugitif, qui est un film de Maurice Engel, qui est le premier cinéaste indépendant américain, vraiment. Et alors ce film-là, Le Petit Fugitif, c'est un film dont et Truffaut et Godard ont tous les deux déclaré que Les 400 coups et À bout de souffle n'auraient pas été possibles si Le Petit Fugitif n'avait pas existé. Et c'est un film d'un photographe et dont l'idée est vraiment c'est une espèce d'escapade d'un petit garçon
c'est pas Ellis Island, c'est... Merci, Coney Island. Qui a dit... Voilà, donc vous connaissez le film. Ouais. Et donc vous voyez bien le rapport avec... voilà. Et les 400 coups aussi d'ailleurs. Et donc c'est une espèce de balade comme ça à Coney Island, donc une île avec une espèce de fête foraine, etc. Donc c'est très pris sur le vif et on a un sentiment de réalisme alors que le film est une fiction. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve très fort dans ce film-là et d'une certaine manière dans tous les films de Godard des années 60, c'est-à-dire que si vous regardez les films de Godard des années 60, vous aurez sans doute la meilleure impression de ce qu'était la France dans les années 60. Il y a vraiment... ces films sont comme des thermomètres, quoi. Ils sont extrêmement... Alors que ils cassent toutes les règles de la fiction, ils distancient systématiquement le récit, les personnages, etc. Donc on est dans un truc où le faux est intégré, c'est-à-dire qu'il n'essaye pas de nous faire croire que ce qu'on voit est vrai. Il accepte l'idée que ce sont des acteurs, il accepte l'idée, etc. Donc tout le dispositif du spectacle est visible, donc on voit que c'est faux. Si c'est chiant, vous me dites, hein, en fait. N'hésitez pas. Mais à travers ce processus-là, ce procédé-là, on a un sentiment, alors vraiment, au final, ce qui vous reste, c'est un truc extrêmement réaliste et vrai. D'autant que les sujets qu'il va prendre, alors c'est moins vrai pour À bout de souffle, mais les sujets qu'il va prendre après... il va parler de l'homosexualité, de l'adultère, de la prostitution, de l'avortement, etc. Donc il prend des sujets que le cinéma, lui, classique, ne prenait pas. Donc en fait, donc, tout ça pour vous dire quoi, je ne sais plus très bien, mais en gros, ce que vous allez voir, c'est autant une fiction sur l'histoire d'un truand, Michel Poicart, etc., qu'un film sur Paris, en fait. Et c'est vraiment un film sur Paris à un moment donné, et c'est comme... ce film a un côté un peu machine à remonter le temps. C'est-à-dire que vous avez vraiment touché ce qu'était Paris à la fin des années 50. Les autres ingrédients, à mon sens, c'est d'abord la naissance d'un grand acteur, qui est Jean-Paul Belmondo. Donc ça, c'est toujours un truc étonnant à voir. C'est-à-dire quand un jeune homme, Belmondo à l'époque c'est un jeune homme, porte en lui déjà tout ce qui va être après. C'est-à-dire qu'il y a déjà tout Belmondo. La grâce, le magnétisme, l'énergie, une espèce de truc. Et à l'époque, évidemment, c'est personne. Donc le mec est complètement lâché. En plus, il pense qu'il fait un film que personne ne regardera, que personne ne verra. Il a un visage... Bon, enfin, j'allais dire, il a une gueule, mais il a une gueule, en fait. C'est-à-dire que par rapport au canon de l'époque, Belmondo... il n'est pas joli, quoi. Les canons de l'époque, c'était Jean Marais, c'était Henri Vidal, enfin, c'était des acteurs très statut grec. Lui, non, pas du tout. Il a un gros nez, mais il va imposer son truc. Il y a lui, il y a Gene Seberg qui est une star, il y a Paris, et puis il y a la musique aussi de Martial Solal, qui est un des grands jazzmen français. Et donc vous avez une espèce de réunion comme ça, un peu... miraculeuse, qui fait un film qui au final a une énergie de dingue, parce que tous ces gens-là mettent un truc extrêmement fort, et il y a une espèce de rencontre, je dirais assez miraculeuse. Le film est censé avoir été écrit par Truffaut, c'est sans doute bidon. Claude Chabrol est censé être le directeur technique, ça c'est bidon. C'est pas vrai, il fallait ça pour le CNC à l'époque, mais tout est faux. Voilà. Et alors ce qu'on raconte quand même, et pourquoi on parle aussi à ce point-là de révolution dans le cinéma, au-delà comment dire, de tout ce dont on a parlé là, mais il y a aussi le premier montage du film est censé être beaucoup trop long. Enfin, je pense que tout le monde connaît à peu près cette histoire, mais enfin, pour ceux qui ne savent pas, le premier montage du film est trop long. Le film est a priori un peu chiant, peut-être un peu raté, je ne sais pas. Et donc, il faut le remonter, il faut le raccourcir. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est on enlevait des scènes, mais en tous les cas, on ne touchait pas trop à la grammaire classique du cinéma. L'énorme trouvaille du film et l'énorme prise de liberté qui est vraiment révolutionnaire de Godard et de sa monteuse, c'est de dire on garde toutes les scènes, on coupe à l'intérieur des plans et on fait des trucs qui n'ont
jamais été fait. Alors qu'aujourd'hui, on connaît le mot, ça s'appelle des jump cuts, mais à l'époque, ça n'existe pas. Les jump cuts, c'est quoi? C'est vous prenez un plan et vous enlevez la partie chiante, en fait. Donc du coup, ça, il a recréé complètement une énergie, alors je dirais, qui est presque plus auditif, c'est-à-dire sur la bande son, c'est-à-dire que tout d'un coup, le film ne s'arrête jamais. Alors parfois, ça passe par du visuel, mais en tous les cas, le film ne s'arrête jamais. Il a enlevé les contre-champs de certaines séquences, donc il fait des plans sur plans, notamment sur elle, ce qui lui donne une espèce de beauté, comment dire, de fascination. Le film raconte une espèce de fascination pour la beauté de Jane Seberg. Et ça, c'est vraiment hyper nouveau. C'est hyper nouveau et ça a un impact, pas seulement en France, ça a un impact dans le monde entier, notamment aux États-Unis, où très 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 rapidement Godard a atteint comment dire, le niveau d'un cinéaste culte qui a libéré tout le monde. Et il y a vraiment énormément, encore aujourd'hui, c'est-à-dire ils lui ont donné un Oscar d'honneur il y a 2 ans à Godard. Voilà, c'est rarissime, je ne crois pas que ce soit arrivé beaucoup. Voilà, et encore aujourd'hui, les cinéastes en fonction vénèrent Jean-Luc Godard. Tarantino a appelé sa société de production Bande à part. Voilà, c'est pas un hasard. L'ironie, c'est que Godard, il s'en fout, puisqu'il n'aime pas ses films. Donc, voilà. Mais au final, c'est pas étonnant. Et quoi qu'on pense de Godard et de ses derniers films, etc., finalement, aujourd'hui, quand on dit la nouvelle vague, celui qui reste, c'est Godard. C'est-à-dire que tous les autres, pratiquement, alors peut-être pas Rivette, mais moi je ne connais pas bien Rivette, donc je ne dirai rien sur Rivette, mais en tous les cas, les autres, notamment Chabrol, Truffaut, pour ne parler que d'eux, mais même d'une certaine manière Romer, ils ont tous finalement très rapidement passé leur période de rébellion de jeunesse. Ils ont tous migré vers un cinéma beaucoup plus classique. Truffaut est vraiment un cinéaste classique. Voilà. Godard, non. Godard, il a refusé... Enfin, il a toute sa vie, il a continué à refuser d'être dans des sentiers battus. Et au final, voilà, il fait des films aujourd'hui qui sont particuliers, pas faits pour le grand public, qui n'auront sans doute jamais l'impact que peut avoir Un bout de souffle, ou Pierrot le Fou, ou Le Mépris. Mais il n'empêche qu'il a été fidèle à lui-même et voilà. Ouais, voilà.